Mesdames et messieurs, nous nous proposons dans les propos qui vont suivre de vous présenter une étude que j'ai réalisée il y a quelques années sur la spécificité de la colonisation et de la colonisation de la République démocratique du Congo, une contribution à la lecture des relations entre le Congo et la Belgique. Une étude réalisée à l'époque, en 1993, au moment où on cherchait à établir, à renouveler les relations entre la Belgique et le Congo, relations qui étaient en ce moment-là en pleine crise. En effet, les vicissitudes, les crispations, les récriminations et les conflits qui caractérisent aujourd'hui les relations entre la Belgique et le Zaïre à l'époque sont le résultat d'un long processus historique. Une histoire dense et complexe, dont la lecture soulève nécessairement le problème de la construction d'un véritable système d'exploitation et de domination économique et sociale. Les stratégies de fonctionnement des dix systèmes ont permis, en 1960, la transformation du capital colonial en capital financier grâce à des mécanismes non maîtrisés par les évolués qui ont participé à la table ronde politique et économique et qui ont assumé la gestion du Zaïre, Congo aujourd'hui, à son indépendance. La décolonisation a donc laissé un contentieux non résolu jusqu'à ce jour, contentieux qui constitue un cadre d'analyse approprié des contradictions fondant la dynamique des relations entre la Belgique et les Zaïre. Et ceci, non seulement parce qu'il évoque l'exploitation et les divers préjudices dont les Zaïrois ont été victimes et pour lesquels il continue d'exiger réparation, mais encore parce qu'il sert de facteur de mobilisation politique aux Zaïre. Dans cette perspective, diverses représentations et de nombreux stéréotypes sont créés concernant la consommation finale de l'histoire coloniale et post-coloniale. Après avoir évoqué dans un premier temps la rentabilité économique du modèle colonial et son coût social et humain, nous chercherons à circonscrire les problèmes de la décolonisation, fondement du contentieux belgo-zaïrois. Premier chapitre, la rentabilité économique du système colonial. Économique. La rentabilité des capitaux placés constituait bien les fondements de la rationalité du système colonial, dont la construction a reposé sur la mobilisation, par la violence et les pillages des ressources humaines et matérielles locales et par l'imposition des idéologies de domination. Il est aujourd'hui prouvé que la quête rapide des ressources financières fut la première grande préoccupation de l'État indépendant du Congo, État semi-privé, propriété personnelle du roi Léopold II. Il fallait répondre aux exigences de fonctionnement de cette entreprise coloniale et surtout la rentabiliser. On sait que dès la fin des années 1890, l'État indépendant du Congo avait mis en place un système de mobilisation des ressources à travers notamment les droits d'entrée et les droits de sortie, qui procuraient 40% des recettes jusqu'à juin 1895 et environ 20% de 1896 à 1907, ce qui permit à l'État indépendant du Congo de dépenser 277 millions pendant les 10 premières années de son existence, alors que les sociétés commerciales et privées n'avaient engagé au Zaïre jusqu'en 1907 que 120 millions de francs belges. À la suite, néanmoins, les difficultés rencontrées dans la mobilisation du capital privé et international, la prospérité économique de la colonie allait se mettre à reposer de plus en plus sur l'exploitation extrême des ressources locales.
devant l'échec de sa tentative d'exploiter lui-même les produits forestiers, les caoutchoucs et l'ivoire, et sous la pression des entreprises commerciales, l'État indépendant décida la création en 1892 d'un système de compagnies concessionnaires. Les deux principales, la Bire et l'Anversoise, reçurent en partage avec les domaines de la couronne l'exploitation presque exclusive de la Cuvette centrale. Avec les zones mixtes, sous contrôle du comité spécial d'Ikatanga et du chemin de fer de Grand Lac et les domaines de la couronne, les compagnies concessionnaires contrôlaient en 1905 au moins 50% du territoire national. Cette économie de la cueillette, un régime de monopole, rapporta un important portefeuille d'actions. De plus, l'État se donna une autre source de revenus en instaurant, à partir de 1890, un impôt indirect au taux de 2% sur des sociétés congolaises par action. Cet impôt fut étendu aux sociétés étrangères en 1906. Des autres sources de revenus furent également instaurées, à savoir les systèmes de prestations obligatoires collectives et l'opération cession et concession du domaine privé de l'État aux sociétés exploitantes, celles-ci conditionnées par la prise de participation et assurant ainsi à l'État un partage de bénéfices rémunérateurs. Le fonctionnement de l'ensemble du régime léopoldien assura une grande prospérité, traduite par le niveau de mobilisation du capital souscrit par les entreprises, soit 37,9 millions de francs belges en 1887, 1,7 milliard en 1897, pour atteindre 5,4 milliards en 1908. Il est utile de faire remarquer que les compagnies concessionnaires fondaient leur rentabilité sur un système de pillage auquel participaient agents européens et auxiliaires africains. Ceux-ci, dotés de pouvoirs politico-militaires exorbitants, sans avoir souvent de comptes à rendre à aucune autre autorité que le roi, institutionnalisaient la violence et la terreur comme moyen d'obtention des prestations forcées des populations, notamment en ce qui concerne l'impôt en nature ou en travail. Tout cela ne fut pas sans entraîner des révoltes de ces populations et provoqua même la réprobation internationale. Léopold II fut alors contraint de renoncer au système arbitraire qu'il avait instauré, condition préalable à l'entrée en lice de grands industriels belges sur la scène congolaise pour une exploitation économique nouvelle manière de la colonie. Mais avant cet événement, l'État indépendant du Congo devait créer en 1900 le comité spécial d'Ikatanga dont on a déjà parlé, ceci afin d'offrir un cadre à la mobilisation des capitaux privés. Il faudra cependant attendre 1906 pour que les milieux financiers internationaux, au courant des conditions de rentabilité du régime léopoldien et des potentialités du Zaïre, décident de participer à la création de trois grandes sociétés, à savoir l'Union minière du Haut-Katanga, la Fort minière et le BCK, lesquels allaient constituer l'ossature de l'exploitation minière du Zaïre. Ce système de mobilisation de revenus par l'État indépendant du Congo, désormais l'État conquérant, entrepreneur et interventionniste, était devenu une source de graves contradictions par rapport au principe de la liberté commerciale du bassin du Congo reconnu par la conférence de Berlin. Il en résulta des tensions et conflits entre l'État et les entreprises privées, auxquelles s'ajouta la campagne anti-léopoldienne provoquée par les atrocités commises à l'endroit des populations. L'ensemble de ces contradictions accéléra l'avènement du nouveau rôle de la Belgique que la Belgique allait assumer à partir de 1908 vis-à-vis d'un Congo désormais belge. Avec l'annexion du Congo à la Belgique, s'ouvre une autre étape dans l'accumulation primitive. D'abord,
la continuité de la politique économique léopoldienne fut assurée, avec notamment la participation de l'État dans les entreprises sous forme d'actions obtenues en échange de droits de prospection et d'exploitation accordés. Par exemple, les droits concessionnaires reconnus par Léopoldé à la Compagnie du Katanga et au groupe Ampen furent reconduits par la colonisation belge. Avec l'autonomie comptable et budgétaire instaurée par la charte coloniale, qui ne s'était pas nécessairement traduite dans la pratique par une autonomie économique et politique, l'État colonial a recherché les ressources indispensables à son fonctionnement en exploitant le travail africain et s'est ouvert aux capitaux des grandes entreprises et des tristes belges et internationaux. Jusqu'en 1930, la colonie ne fut pas financée par la métropole. Il résulta de cette politique une concentration économique faisant dépendre l'ensemble des sociétés du Congo des 3 holdings, dont les plus importants, la Société Générale de Belgique, contrôlait 40% de l'économie congolaise. En participant au capital des entreprises privées, l'État colonial fut pris en charge par les milliers d'affaires. Même l'Église catholique fut associée à son tour à l'hégémonie des entreprises privées et des pouvoirs d'État. La dynamique de fonctionnement du bloc colonial explique l'indifférence et l'abstention du Parlement belge à l'égard des affaires du Congo, l'absence de contrôle public sur la politique des sociétés, l'aide accordée par les pouvoirs publics aux sociétés minières dans le recrutement de la main-d'œuvre. L'absence d'antagonisme entre holding et pouvoir public. Enfin, la marginalisation des pouvoirs politiques et l'apparition des problèmes administratifs de l'État colonial. Il y a lieu aussi de conclure, avec Jean-Luc Velut, que l'entreprise congolaise est restée étrangère au milieu belge. C'est donc tout un État holding qui s'est constitué, instaurant une économie d'équimoire. Le marché extérieur et les intérêts des entreprises étrangères commandaient la gestion politique de l'État colonial. Le gouverneur général Reckmans a bien mis en évidence les caractéristiques de ce système et je les cite. Nous avons une économie d'équimoire, incapable de ne rien retenir. La matière imposable ne passe qu'une fois à la portée du fisc. En Belgique, presque tout ce que l'État dépense reste en Belgique. Grossit le revenu national, refait de la manière imposable, charge de dettes, traitement, pension, approvisionnement. Ici, presque tout ce que l'État dépense est perte nette pour l'économie congolaise. Je ne crois pas que jamais un seul coupon de rente ait été encaissé au Congo. Toute la dette est extérieure. Combien y a-t-il de pensionnés qui mangent au Congo la pension que le Congo leur paye? Où achetons-nous notre outillage, nos médicaments, nos fusils, nos fournitures de toute espèce? Presque tous les bénéfices s'en vont, les dividendes sont payés à l'extérieur. Il n'y a pas ou très peu d'épargne locale. Fonctionnaires, employés, s'ils parviennent à réaliser quelques économies, les emportent quand ils rentrent en Europe. Même quand les bénéfices réalisés au Congo s'y réinvestissent, ils s'incorporent au capital initial et réclament les rémunérations. C'est toujours de l'argent prêté qu'il faudra rendre avec intérêt. Une balance commerciale favorable ne nous enrichit pas automatiquement. Les soldes se transfèrent à l'étranger. Fin des citations. Au sein de la société coloniale, s'était répandue l'opinion selon laquelle les sociétés réalisaient d'énormes bénéfices. Ainsi, le même Reckmans a dénoncé avec violence
Dans son dernier discours prononcé en 1946, avant son départ définitif du Zaïre, l'accumulation fabuleuse profits réalisés par les entreprises coloniales. Je le cite, l'ensemble des sociétés des capitaux belgo-congolaises a réalisé pour les 13 derniers exercices d'avant-guerre, 1927 à 1939, 7 milliards 835 millions de francs de bénéfices nets pour 7 milliards 323 millions francs de capitaux versés, y compris les primes d'émission. Elles ont payé 835 millions de francs d'impôts, moins de 12% du total. Pendant la même période, le Congo a versé 5 milliards 366 millions de dividendes aux actionnaires belges. La matière imposable que le fisc s'est ainsi interdit de taxer doit représenter un total énorme dont il serait intéressant de faire le compte. De 1927 à 1939, 2 milliards 200 millions de francs de bénéfices nets ont joui de l'exonération. Et les actionnaires des sociétés minières ont versé en tout 1 milliard 700 millions d'argent frais. Cela ne représente qu'une véritable faible fraction de leurs investissements. Tout le reste provient des bénéfices qui n'ont rien payé au trésor. Fin de citation. Que les industries de consommation et les commerçants locaux aient largement tiré profit de l'effort de guerre, alors que dans les industries minières, les surtaxes douanières ont maintenu les bénéfices nets au niveau de 1939, comme l'ont laissé entendre certains représentants du capital étranger, n'est pas en contradiction avec les propos de Pierre Requimans. Le volume des bénéfices réalisés était en effet considérable. Les observations précédentes sont toutefois imprécises, puisqu'elles ne permettent pas une saisie globale du rendement des capitaux placés dans les sociétés coloniales. Mais cette problématique demeure encore non maîtrisée par les historiens. Les estimations de 12,5% de rendement en 1954, proposées par Variest, inspecteur royal des colonies, comme celle de la Banque nationale de Belgique, qui les porta à 17,9% pour les sociétés exploitant au Zaïre, contre 11% pour l'ensemble des sociétés anonymes belges, mériterait d'être approfondies pour mieux comprendre les jugements émis à ce sujet et qui est au fondement du contentieux belgo-congolais. Une autre particularité du Congo belge résidait dans son ouverture liée aux inconsistances de sa naissance, aux enjeux économiques et financiers des grands pays capitalistes. Il n'était donc pas sous la coupe exclusive de la Belgique. Selon les estimations de Hubert Frankel, les Zaïre abritaient en 1938 17% des capitaux investis en Afrique noire, alors que ceux placés dans l'ensemble de l'Afrique française de l'époque, AOF, Cameroun et Togo, ne totalisaient que 4,13% à peine. Cela explique que les Zaïre firent une affaire de grand capital, des grandes institutions, des clans politico-financiers obsédés par les secrets, jaloux de leurs prérogatives, incapables ou peu désirés de susciter une mystique coloniale, réputée dangereuse au sein de l'opinion. On comprend dès lors toute la difficulté d'accéder aux données concernant cet empire de groupes financiers et pourquoi les évolués qui ont négocié l'indépendance du Zaïre ne pouvaient pas, malgré leurs efforts, en suivre suffisamment les méandres. Il convient maintenant de montrer
Quel fut le coût social et humain pour les populations locales d'une entreprise dont le rendement a contribué au développement économique de la Belgique, sinon à la consolidation de son unité? Le coût social et humain de l'industrialisation coloniale. L'univers social de la fin du XIXe siècle devait se transformer progressivement dans le cadre imposé par les mécanismes de l'accumulation primitive qu'introduisait la colonisation. Celle-ci créa un nouvel ordre social basé sur la mobilisation du travail salarié. Les sociétés rurales furent dans ce but soumises à divers processus de changement, aux effets combinés et cumulatifs. Citons parmi les moyens coercitifs et répulsifs utilisés le portage, l'impôt en nature, la levée des miliciens, le recrutement de main-d'œuvre, les expropriations foncières, les cultures obligatoires, l'impôt en argent et donc la monétarisation de la vie. L'ensemble de ces contraintes variables, certes, suivant les régions, a amené une transformation plus accélérée de la vie rurale traditionnelle. L'espace et les anciens circuits commerciaux furent réorganisés pour répondre aux impératifs du commerce d'exportation. À la périphérie des zones minières, or, cuivre, diamant et thym, se développaient rapidement des zones agricoles consacrées au riz, au coton, à l'huile de palme et à d'autres cultures vivrières, les manioc et le maïs. Si en théorie tout était calculé, délimitation des zones économiques en 1928, fixation chaque année du nombre de recrutés par région, les exigences excessives du recrutement de main-d'œuvre dans les années 1926-1930 imposèrent bientôt la violation de la législation. Même les zones de réserve, à vocation essentiellement agricole, et fermées au recrutement pour permettre à la population de s'adonner aux cultures vivrières nécessaires à l'approvisionnement des centres d'emploi, ne furent pas épargnés. De plus, la rareté des hommes adultes, valides, poussa les employeurs au recrutement d'enfants. Ces importantes mobilisations de la force de travail ont affecté les structures de la population et les activités économiques domestiques. Elles provoquaient des disettes et une perte de vitalité des sociétés rurales. Les départs d'hommes adultes séparèrent les conjoints et renforcèrent les déséquilibres démographiques et la division sexuelle du travail. L'accentuation de la mobilité des populations, exigée par l'industrialisation, allait également affecter la pathologie générale. De nouvelles maladies se développèrent, souvent sous forme d'épidémies. Celles qui existaient à l'état endémique se propagèrent. On observa des déséquilibres sanitaires qui se traduisaient par une régionalisation des épidémies. Ajoutons que, par manque d'une politique appropriée, l'État colonial n'y a pas non plus opposé de lutte efficace. Une conjoncture épidémique meurtrière affecta ainsi l'ensemble du Zaïre de la fin du XIXe siècle aux années 1945, avec comme effet que l'évolution démographique sous le régime de l'industrialisation coloniale initiale se caractérisa par une forte mortalité. Jusqu'aux années 30, les taux en étaient généralement supérieurs à 40 pour 1000 dans les principaux centres d'emploi, comme à l'Union minière du Haut-Katanga, au chemin de fer Matadi-Kinshasa, à la compagnie minière de Grand Lac. L'État colonial a aussi déstructuré les anciens réseaux sociaux et ébranlé les identités sociales. Les élites artisanales, par exemple, ont perdu les rangs face à la production industrielle importée.
et les élites provinciales ont été soumises aux mêmes cultures obligatoires et corvées imposées que le reste de la population. Des chefs médaillés recrutés parmi les anciens collaborateurs de l'État colonial, c'est-à-dire anciens esclaves domestiques recrutés parmi les anciens collaborateurs de l'État colonial, remplacèrent progressivement les chefs couronnés, récalcitrants ou démis. Et d'importants changements dans l'échange tributaire de biens économiques apparurent. Les sociétés rurales cessèrent d'être un lieu de refuge pour devenir, selon Bogoumil Djawski, des vastes camps de travail, rationnellement gérés en fonction des besoins extérieurs, l'homme devenant une pure force de travail et de reproduction. La misère paysanne qui en résultait a été à la fois la base de la stabilité politique du régime colonial et elle a assuré les conditions optimales de l'articulation à l'économie industrielle. Pour le dire en un mot simple, la vie du village devenait dure, ce qui explique l'attrait exercé sur les jeunes par les villes, lesquelles cessèrent petit à petit d'être des camps d'esclavage temporaire et de mouroirs. La ville devint ainsi, après la Deuxième Guerre mondiale, un espace de reproduction. L'État colonial et ses appareils spécialisés, soucieux de constituer des réserves permanentes de main-d'œuvre, se sont préoccupés d'assurer dans le cadre urbain tous les aspects de la reproduction humaine et sociale, régime de dot, mariage, allocation familiale, constitution d'associations ethniques, etc. Les ménages urbains qui commençaient à avoir les moyens d'entretenir des enfants accueillent les jeunes venant des villages. Cependant, les mécanismes de contrôle social, mécanismes d'une société bloquée par les interventions multiples de l'État, se resserrent autour de la circulation des personnes. Dans l'espace du travail salarié, une rupture entre le sexe est consommée sur le plan social et économique. Le système industriel colonial impose à l'homme seul la charge économique de la reproduction humaine, assumée jadis en grande partie par la femme. C'est l'homme qui contrôle désormais l'économie et qui subit les contraintes sociales qui en découlent. La femme cherche, elle, d'autres bases de stabilité, à travers notamment les associations féminines, les commerces et la prostitution. Toutefois, cette restriction des rapports socio-économiques n'affecte pas la fonction de reproduction sociale, parce que celle-ci est intériorisée et entretenue par l'idéologie ethnique. Celle-ci, introduite dans les rapports sociaux de production capitaliste et de reproduction de formation sociale, servait de structure fondamentale de contrôle politique dans l'espace urbain. Quant à l'organisation sociale de l'espace, la ville coloniale africaine prenait, par le regroupement de sa population sur base des affinités ethniques, l'aspect d'une agglomération de plusieurs grands villages. La coupure ville-village, soutenue par une certaine littérature anthropologique, ne traduit donc pas la réalité. L'État colonial a ainsi produit les hommes et des modes de vie conformes aux besoins des sociétés industrielles. Cependant, quel que soit l'univers socio-économique auquel il a été soumis durant la colonisation, les Aïrois, urbains ou paysans, a su développer des stratégies de survie qui lui ont permis de s'inscrire, comme les autres Africains, dans la lutte pour le pouvoir. Et c'est malgré une formation scolaire limitée et en absence d'une petite bourgeoisie nationale.
Troisième chapitre, la décolonisation et les fondements du contentieux belgo-zaïrois, aujourd'hui congolais. La décolonisation est à la fois un processus politique, économique, et social et culturel. Et la lutte pour le pouvoir exige une éducation politique fondée sur une information intellectuelle, afin de parvenir non seulement à une bonne intelligence des contributions de la société coloniale et des enjeux qui la caractérisent, mais encore à une reconnaissance et à une maîtrise des mécanismes de fonctionnement de l'État colonial. Ces exigences n'ont pas été assumées par la métropole coloniale pour plusieurs raisons. En métropole comme au Zaïre, les problèmes politiques ont été marginalisés avant 1956. Doctrine et parti colonial concouraient à la production et à la reproduction des idées non contestateurs de l'ordre colonial. On comprend dès lors la lenteur du processus de formation d'une élite intellectuelle zaïroise, lenteur voulue par l'État colonial aux fins d'empêcher l'apparition des revendications nationalistes. Pour les Belges, les Zaïre étaient une oasis de paix, une colonie modèle, où l'ordre paraissait stable, assuré un véritable roc. Dans ce contexte, les missions reçurent jusqu'en 1954 le monopole de l'enseignement. Et à travers l'évangélisation, la formation des clergés et d'auxiliaires dont l'État et le secteur privé avaient besoin, elles se chargèrent de transformer les colonisés en conformément à l'idéologie coloniale. Ni la réforme de l'enseignement intervenue en 1948, qui décida entre autres de la création des écoles latines, ni l'organisation de l'enseignement officiel par le ministre des colonies Bousseret en 1954, ni l'adoption de l'enseignement métropolitain en 1958 ne corrigèrent la faiblesse particulière de la scolarisation du Zaïre par rapport aux anciennes colonies françaises. L'enseignement universitaire organisé tardivement et considéré comme prématuré par l'administration n'a pu combler les retards accumulés. En 1960, les Zaïre ne comptaient que 16 universitaires. On doit par ailleurs noter que les évolués qui auraient pu constituer une classe sociale porteuse d'un projet de société fondé sur la suppression de la domination ont été incapables de formuler leurs problèmes en termes politiques. Et c'est au moment où les coloniaux même réclamaient des droits politiques. Les revendications portées avant 1956 sur leur intégration au groupe dominant, à travers notamment la promotion matérielle, sociale et la suppression des injustices, donc du racisme. Ils croyaient en effet en la possibilité d'une collaboration entre les deux sociétés dans le cadre d'une accumulation primitive, d'une accumulation belgo-congolaise. Il a fallu attendre l'année 1956 pour qu'un éveil de la conscience politique se manifeste nettement. En février de cette année, le professeur Van Bilsen propose un plan de 30 ans pour amener le Congo à l'émancipation politique complète. Comme le constate Stengers, ce plan est une réflexion fondée sur le spectacle du monde, intégrant le Congo dans le monde. Cette initiative va plus loin en effet que l'éducation politique que prône le gouverneur général Pétillon dans le cadre d'une communauté belgo-congolaise. Et elle stimule les revendications des évolués. Déjà le 30 juin 1956, le silence de ces Africains se trouve rompu par la publication du manifeste de conscience africaine élaboré avec le concours de quelques professeurs de l'université Lovanium. Ce manifeste soulève 5 questions politiques fondamentales. La première, le refus de la domination belge et de toute évolution tendant à intégrer le Congo dans l'État belge unitaire. Deuxième, l'exigence d'être consulté pour toute réforme concernant les Congolais. Troisième,
la perspective d'une émancipation politique complète. Quatrième, la transformation des organes consultatifs en organes de décision et de contrôle. Et enfin, cinquième, les problèmes de la direction de la vie économique, de la propriété des entreprises industrielles, agricoles et commerciales. Ce projet politique suscita des réactions de la part de la BACO, Alliance de BACO, qui publie dès le 23 août 1956 un contre-manifeste, privilégiant la politisation véritable du Congo par l'introduction d'une pluralité de partis politiques et adoptant les options fondamentales suivantes. La première, émancipation totale et immédiate. La deuxième, droit politique. La troisième, rejet de la communauté congolaise. Et enfin, la quatrième, organisation d'une fédération congolaise à base ethnique. Toutes ces idées politiques, façonnées ainsi par des influences extérieures, vont évoluer en 1959 vers la radicalisation de la revendication nationaliste. Facteur de révolte et de désobéissance, cause de stupeur et de désarroi dans le milieu colonial. Cependant, en date du 13 janvier 1959, affirmant que la Belgique entend organiser au Congo une démocratie capable d'exercer les prérogatives de la souveraineté et de décider de son indépendance, ni celle du roi, relative, c'est le roi Baudouin, relative à la préparation de l'indépendance sans atermoiement funeste et sans précipitation inconsidérée, ne signifie pas une véritable rupture dans la politique belge à l'égard d'Isaïe. L'explication de la précipitation avec laquelle l'indépendance a été obtenue, apparemment à l'arraché et dans le désordre, pourrait être enrichie par le décodage des stratégies adoptées par l'Église catholique et les milieux financiers belges. Face au processus d'émancipation politique des colonisés, l'Église catholique a cherché à prendre une nouvelle position. Le père Monsman constate le 2 avril 1956 que les aspirations, je cite, que les aspirations des Noirs provoqueront tôt ou tard des frictions avec les autorités établies, car toute la loyauté et la bonne volonté des deux parties, les intérêts sont trop divergents pour s'harmoniser sans heurts. L'indépendance de l'Église doit donc être nettement affirmée. Et le 29 juin 1956, l'épiscopat d'Isaïe fait la déclaration suivante, je cite: « Tous les habitants d'un pays ont le devoir de collaborer activement au bien-être général. Ils ont donc le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques. La nation titrice a l'obligation de respecter ce droit et d'en favoriser l'exercice par une éducation politique progressive. Les autorités ont l'obligation de prendre conscience de la complexité de leurs responsabilités et de se rendre aptes à les assumer. L'Église n'a pas à se prononcer sur les modalités de l'émancipation d'un peuple. Elle la considère comme légitime, du moment qu'elle s'accomplit dans le respect des droits mutuels et de la charité. » Fin de citation. Semblable déclaration témoigne d'une prise de conscience des préoccupations politiques des Zaïrois au sens où elle préconise une émancipation politique progressive fondée sur une formation appropriée. Aussi, l'Église catholique s'est-elle montrée prête à s'intégrer dans le processus annoncé. On va retrouver cette attitude de la part de grandes sociétés coloniales. Si celles-ci ont pu témoigner d'apathie parce que désorientées et surprises par le caractère inattendu des événements, elles ont surtout misé sur une puissance économique qui les rendait indispensables au futur État indépendant. Outre la prise en compte des stratégies de l'Église et des sociétés,
une lecture des indicateurs économiques et financiers est indispensable à la compréhension de la décolonisation et du contentieux belgo-zaïrois. Il convient à cet égard de signaler que si l'histoire politique a été assez bien assumée par les politicologues et les historiens, l'histoire économique, par contre, demeure encore un parent pauvre, faute de sources et de problématiques nouvelles. Il est cependant établi que l'indépendance du Zaïre est intervenue à un moment où des fantasmes et des rumeurs de toutes sortes circulaient dans le milieu colonial, selon lesquels la colonie n'était plus rentable. Cette opinion a été construite sur la base de deux facteurs essentiels, à savoir les remous et les troubles politiques. Les conséquences de la récession économique mondiale de 1957-59, qui avait provoqué la baisse des cours des produits d'exportation, principalement du cuivre, et nécessité la recherche auprès du gouvernement belge d'une subvention de 2,7 milliards de francs pour obtenir l'équilibre du budget ordinaire de 1960. Alors que de 1950 à 1956, les budgets ordinaires de la colonie s'étaient soldés par un boni d'environ 15 milliards de francs de 1957 à 1959. On enregistre un Mali de 6,5 milliards de francs. Un tel environnement politique et économique a eu pour conséquence, la première, une fuite des capitaux de l'ordre de 4,4 milliards de francs. La seconde, le placement aléatoire d'emprunts sur les marchés extérieurs. La troisième, l'effondrement de la bourse. Et la quatrième, le tarissement des investissements nouveaux. Et la cinquième, l'aménagement des recettes fiscales. C'est donc tout ensemble que la table ronde économique, convoquée 6 jours avant la fin des travaux de la table ronde politique, n'a pas pu dégager un consensus sur les problèmes à examiner et sur le projet de convention de coopération, notamment dans les domaines économiques et financiers entre la Belgique et les Zaïre. Cette divergence apparaît, entre autres, dans un communiqué soumis en date du 14 avril 1960 à l'agence belge par Kassavoubou. Les problèmes soulevés par Kassavoubou étaient complexes et ne pouvaient donc être résolus en l'absence d'un gouvernement agissant en toute indépendance et en toute responsabilité. On comprend dès lors l'effet de la non-intégration des problèmes économiques et financiers dans les traités généraux d'amitié et d'assistance technique initiant la Belgique à la future jeune République. Traité qui ne fut ratifié ni par le Parlement belge, ni par le Parlement zaïrois, en raison de la rupture des relations diplomatiques dès le mois de juillet 1960. La table ronde économique fut donc réduite à un simple inventaire des dossiers. D'autre part, la métropole coloniale allait léguer à la jeune République une crise financière généralisée. Crise qui, en 1960, se caractérise par une dette publique totale de 45 212 millions de francs à la date du 31 mars. Une réduction drastique des réserves de change détenues par les organismes officiels. Un épuisement total des réserves du trésor public et des budgets ordinaires déficitaires depuis 1957. Les cris d'alarme lancés en date du 2 avril 1960 par le gouverneur général au ministre des colonies des Affaires africaines, si la situation désespérée des finances trouve donc toute sa justification dans la détérioration continue et incontrôlable de celle-ci, que les recours à l'escompte des recettes fiscales n'a pu arrêter. Par ailleurs, du fait de la loi du 17 juin 1960, qui permettait aux sociétés boursières opérant au Congo de choisir le régime juridique belge, beaucoup de sociétés coloniales ont changé de raison sociale
pour devenir soit des sociétés économiques que l'indépendance a été accordée au Zaïre par la Belgique. À ces lourds héritages économiques et financiers s'ajoute l'absence à la fois des ressources humaines qualifiées et d'une petite bourgeoisie nationale initiée aux rouages économiques. Réduits au rang d'agents auxiliaires, les Zaïrois n'accédaient pas aux trois catégories supérieures de l'administration. Et c'est jusqu'à la seconde moitié de l'année 1959, date à laquelle 2 Zaïrois seulement ont pu accéder en deuxième catégorie comme sous-directeur et 4 en troisième catégorie avec rang de sous-chefs de bureau. Ce sont les évolués non expérimentés qui ont assumé le plus lourdes responsabilités politiques et administratives, situation dont les néfastes conséquences se répercutent jusqu'à nos jours. En outre, la marginalisation à partir de 1925 de la petite entreprise africaine par le pouvoir colonial a empêché l'acquisition par les Africains d'un pouvoir économique étendu, lequel aurait pu leur permettre de participer en toute connaissance des causes aux enjeux économiques et financiers de l'État colonial. En guise de conclusion, l'entreprise coloniale a été pour la Belgique un facteur d'enrichissement et de prospérité économique. Et pour les populations du Congo, une source de développement du sous-développement. Toutes les stratégies de domination ont concouru à cet effet. Le refus par le bloc colonial de comprendre les problèmes politiques relatifs à la colonisation, sa volonté d'ignorer les mutations opérées depuis la Seconde Guerre mondiale, ont eu pour conséquence l'impréparation de la colonie à l'émancipation politique. La situation financière très difficile que la métropole coloniale a léguée au Zaïre le 30 juin 60 manifeste pour partie les projets de maintenir la dépendance du Zaïre à l'égard de la Belgique. Dans cette perspective, les problèmes économiques et financiers non résolus relatifs à la dette publique, au portefeuille de la colonie et aux anciennes sociétés à charge constituent le fondement du contentieux belgo-zaïrois, lequel mérite un examen approfondi de la part des deux pays afin d'en dégager de nouvelles bases de coopération. L'image de la Belgique auprès des intellectuels congolais dépendra pendant longtemps encore de ces questions. Il ne s'agit pas d'un problème entre un lobby financier belge, sinon international, et un leadership politique zaïrois particulier, mais bien plus d'un problème d'État à État mettant en évidence les intérêts des populations concernées. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà. Mais ça, ils n'aiment pas ce texte. Les Belges n'aiment pas ça. Ah bon? Ah oui. Alors,